Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour tout le monde et bienvenue. Chris, comment ça va? 35, hein, quand même. Moi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc, comme d'habitude, on enregistre le jeudi. Chill. Salut les gars! Alors, Lui, il est en forme. Bon, les zombies, je vais vous expliquer un truc parce que là, Ouais. Martin et Christophe est chiant. Hein, on sait bien que c'est d'habitude c'est Steve qui fonctionne et qui fait vivre le truc. Ouais. Là, j'ai les deux comiques avec moi, donc je suis désolé pour vous, mais vous inquiétez pas, ça va être fun pareil. Mais ça donne bien, par exemple, parce que là, Steve n'est pas ici. Il est disparu. On ne sait pas où il est. Disparu. Ah oui, là, ça fait. Et ça donne bien parce que nos invités aujourd'hui sont Annie et Michel de Captive le Balado. Donc, peut-être qu'Annie et Michel vont pouvoir nous aider à peut-être retrouver Steve en quelque part. Mais je ne suis pas pressé. Je vais être honnête avec toi. Non. Moi, Steve n'est pas là. Ça ne me dérange pas du tout. On peut se passer de lui. Ben, ça va faire changement. Tu sais. Ouais, ça va faire très changement. Ceci dit, par exemple, hey, on doit passer autour de table, savoir qu'est-ce qui est arrivé durant notre semaine. Bienvenue au tour de table horrifique! Christophe, Ouais, j'aimerais ça ouais. que tu commences parce que Ben tu oui. as tout le temps des choses super intéressantes à nous montrer. Je veux voir Ben, ça. avec plaisir, avec plaisir. Un truc qui traîne depuis un bout, parce que bon, pour ce que les gens savent pas, c'est que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'a pas enregistré des épisodes, parce que il y avait eu des tournages, tout ça. Moi, j'étais allé chez Spirit Halloween, il y a un petit bout, puis je me suis acheté une barre de chocolat. Mais c'est pas une barre de chocolat ordinaire, hein? C'est une barre de chocolat Props. Et je la connais, cette barre de chocolat-là. Elle est vraiment trop cool, hein? C'est dans le film Trick or Treat, évidemment, hein? Avec le beau Sam. Elle est vraiment nice, hein? Tu sais, sérieux, là, on dirait vraiment qu'on peut la manger. Pour aller avec ce couteau que je possède depuis plusieurs années, de réplique de Chucky, je me suis acheté une règle des Good Guys. Puis elle est comme en genre de caoutchouc, tu sais, pour éviter que les enfants ou les grands-enfants comme moi fassent mal à d'autres gens avec... Oh, j'ai vraiment arraché mes écouteurs. Attends un peu, je vais me remiker. Les risques du direct, on n'est pas direct partout. Sinon, j'ai reçu... Je vous avais dit que ça allait être mauvais aujourd'hui. Hein, c'est ça. J'ai mis mon chandail parce que j'ai reçu mon rumorgue du mois, hein, de novembre-décembre avec Jack Frost sur le cover. Toujours. Est-ce que tu as un article décrit dans celui-là? Pas celui-là. En fait, j'ai deux critiques, mais dans le numéro de janvier-février, j'ai le livre de Charles Band, puis j'ai un disque des Melvins. Je me suis acheté aussi Silence of the Lambs, j'avais déjà en quelques versions, mais le Criterion, parce que c'est un film de tueur en série que j'aime beaucoup. Parlant de tueur en série, je me suis retapé Leatherface, hein, le plus récent de la franchise Texas Chainsaw Massacre, parce que j'ai plus reçu... mauvais. Ben non, nul. je suis pas d'accord. Je nul. suis pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas fan, mais moi, je l'ai trouvé quand même bien. J'aimerais ça voir la version d'Arthur Scott un jour, mais j'ai eu finalement Julien Maury puis Alexandre Boustillo pour Metal Maniac sur mon podcast. Donc, prochainement, on va pouvoir entendre ça. Puis, je vais essayer de les inviter sur notre podcast éventuellement aussi. C'est des fans de... Qu'est-ce que j'ai dit? On arrête avec Metal Maniac. Ouais. Non, Il je faut vais en jamais parler arrêter. un peu quand Ben même. oui. Puis oui, Alexandre Boustillo, c'est un fan de métal, donc ça a été le prétexte parfait pour les inviter.
Ouais. Puis, rapidement, je finis par un nouveau steelbook de oui. Texas Chainsaw Massacre. Le même que le mien. Ah ouais, tu t'es pogné ça aussi? Ok, oui. Puis ça, c'est nice aussi. Funko, ils ont fait des fausses canettes de soda dans lesquelles tu as une figurine. C'est Wow. le comic book. Fait que ouais, ça a été une belle petite pêche dans les dernières semaines au niveau de la collection. C'est tout le temps une belle pêche que tu as, toi. C'est incroyable les choses que tu achètes. Puis si Elzamblar, c'est la même chose. Moi, par contre, il y a quelques T'es moins semaines... babelle, tu sais. Oui, c'est parce que j'ai moins de place. Je pense que c'est ça le problème. Moi, c'était ma fête il y a quelques semaines. So, j'ai eu des cadeaux. Et puis, je vais commencer avec les cadeaux que Steve, celui qui est disparu en ce moment, m'a envoyé. Une copie de The Guardians. De William Friedkin. De William Friedkin, de Scream Factory aussi, de la compagnie. Nice. 13 Ghosts. Ah ouais. Moi, je suis vraiment un gars qui est plus à film. Hein. Tu l'aimes, celle-là? Oh oui. Ouais. Jasmin m'a envoyé avec Eve The Night House comme cadeau. Ça a l'air, c'est cool. C'était à Fantasia cette année, ça. Oui, puis c'était excellent. C'était vraiment très, très bon. D'ailleurs, True Crimes, un petit peu là-dedans. Là. Il y a de bons mystères. Okay. Une copie aussi de Sainte Maud. Ça, c'était bon, ça. Et j'ai eu un cadeau. C'est assez spécial comme cadeau de Creepy Gothic World qui m'a envoyé cette chaise qu'il fabrique en recyclant des morceaux de n'importe quoi. OK. Si vous voulez aller voir sa page Facebook, Creepy Gothic World, ça vaut vraiment le détour. Tu aurais pu nous la détailler un petit peu plus, là. Tu n'as pas montré exactement qu'il y avait un œil là où il fallait s'asseoir. Ouais, c'est drôle parce que j'avais fait le commentaire quand je l'ai vu sur Facebook. J'ai dit, ouais, mais c'est pas le genre de chaise sur laquelle que je m'assierais parce que c'est pas mon genre de me faire espionner les fesses. So, c'est assez spécial. Mais merci, par exemple, à Creepy pour ce beau cadeau. Ah, je pense qu'on a terminé. Moi, je vais vous montrer des trucs intéressants, comparé à vous, parce que franchement, c'est chiant. Alors, moi... Vous savez bien que les clowns, et surtout Killer Clown, c'est mon truc. Donc voici le dernier. Il est pas beau celui-là. Et puis alors. Il fait de la musique et quelque chose, hein. Ouais. Et puis c'est un vrai masque. Ah. Et puis il fait bouge. ça. Attends, je vais pas vous le laisser trop longtemps parce que c'est très bruyant. Ouais, c'est loud. Ouais, c'est carrément, mais c'est sympa. Et puis, puisqu'on était dans les tueurs maniaques, mon petit achat, ça fait longtemps que je voulais le prendre, et puis là, j'ai craqué. Voilà. Captain Spaulding. Ouais. Le masque qui va bien, Trick or Treat, les studios, comme d'habitude. Toujours un travail magnifique. Ouais, super réussi. Quoi. Voilà. Donc ça, voilà, c'est intéressant. Ciao. Ah, ça m'étonne, il n'a pas acheté 10 ou 20 livres. Normalement, il y a plein de livres à montrer en face, mais ça a l'air que coudonc, avec Steve qui manque, on va pouvoir enfin passer aux invités. Et j'aimerais accueillir Annie et Michel à l'émission de Captive le balado. Allô, les gars. Allô. Hey, bonjour, madame. Est-ce que Steve, pour vrai, vous n'avez aucune idée, il est où? Genre? Êtes-vous inquiet pour vrai? C'est ça qu'on veut savoir. Devrais-tu le dire que c'est nous autres qui l'ont kidnappé? Non, on n'est pas inquiet pour vrai. Ben non, Steve, il y avait d'autres choses à faire. Il trouvait qu'on était très, très bon pour faire l'émission. Il a dit, vous allez être capable de le faire. So, nous voici. Hey, merci. Les intrépides, là, on ne résoudra pas ce mystère-là ce soir. Merci beaucoup d'être ici avec nous autres. On parle de true crimes, de mystères, de crimes irrésolus. C'est avec vous autres que ça se passe. Je suis content parce que je voulais vous avoir sur le show. Écoutez, j'ai besoin de savoir, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, vous êtes des demi-sœurs, vous avez une excellente chimie entre les deux. Donc, il n'est pas surprenant que vous formiez une aussi belle équipe. Mais dites-moi, là, comment que ça a débuté, cette aventure de Les Captives?
Ben, pour vrai, on s'en parlait là avant de commencer ici l'enregistrement, puis c'est un peu de la magie, pour vrai, parce qu'on n'est même pas capable de mettre le doigt sur la journée, le moment précis. Ça a été quelque chose. En fait, c'est arrivé à l'été 2020, là, en plein quand tout le monde était en dépression de pandémie. Là. Puis on s'est mis à avoir des discussions parce qu'on a toujours été des bonnes fans de True Crime et beaucoup des balados ici. C'est vraiment un média que nous, on aime beaucoup. On s'est dit, on est comme connes de ne pas le faire, en fait, parce qu'on a accès à un studio, on a accès, je veux dire, on a le temps, le temps, en tout cas, on va se trouver du temps. On a la passion. Oui, c'est ça, puis on a la chimie, on sort. Fait que là... on a fait comme, pourquoi on le fait pas? Oui, on est bien connes de ne pas le faire. Là, on a fait, OK, on le fait. OK. On s'est écrit un épisode, on est allé en studio, puis ça a parti comme ça. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que c'est pas tout le temps si facile que ça, tu sais, de partir un projet, mais c'est tout ce projet-là est magique. Trop bien, puis c'était ça. On se trouvait juste connes, dans le fond. Vous avez fait un peu comme nous, en fait, n'importe quoi. Exactement. La base de beaucoup de choses, c'est de se trouver con, tu sais. Fait qu'on est parti là-dessus. Puis comme Martin disait, vous avez une chimie. Moi, j'ai écouté le premier épisode ce matin. Moi, je fais ça. J'écoute un podcast le matin en faisant semblant d'aller travailler. Je marche autour du bloc. Je reviens chez nous parce que je travaille de chez nous. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool. Ça coule. Puis justement, vous connaissez bien. Moi, je ne savais pas que vous étiez une demi-sœur, mais là, on voit vraiment qu'il y a une connivence, puis un intérêt, puis un respect aussi pour les sujets que vous abordez, parce que, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est joyeux, hein? C'est des vrais meurtres, des vrais crimes sordides, des vraies disparitions. Puis moi, personnellement, je connais quelqu'un qui a disparu il y a une douzaine d'années, une amie à moi c'est irrésolu. Puis quand j'ai écouté l'épisode, j'ai été vraiment interpellé par la façon que vous traitiez le sujet. Chapeau, pour vrai, parce que c'est important de trouver le ton avec un projet comme ça. C'est ça, c'est facile. C'est ça qui est difficile parce que c'est vrai que c'est du divertissement. Là. Je veux dire, les gens qui trippent sur le true crime, c'est vrai que c'est tous des enquêteurs qui ont envie de faire à la pâte, c'est un divertissement. Sauf qu'il faut... Moi, là-dessus, des fois, j'ai de la misère parce qu'on oublie, tu sais. Fait que de toujours se ramener, puis d'autant plus qu'avec Captive, on ne parle que des cas québécois. Donc, c'est beaucoup dans la proximité. Là, je veux dire, si dans la vie en général, tu étais à 7 degrés de séparation de Brad Pitt, mettons, là, tu es à 1 ou 2 degrés de séparation de Julie Surprenant, en principe, tu sais. Fait que c'est vraiment important de garder ça, tu sais. C'est difficile de s'enlever ça de la tête quand on le fait, tu sais. Fait que, puis je trouve ça cool parce que depuis la sortie de Captive, beaucoup de gens nous en ont parlé de ça, que ça les touchait, que ce soit fait dans le respect. Puis, tu sais, tous les projets, tu sais, on adore les passionnés puis tous les projets de balado, puis ça va jamais être... Mais il y a une mode qui est beaucoup dans l'humour, le true crime et l'humour. Moi, des fois, sans juger, mais moi, je serais pas capable de rire. Non, hein? Non. Moi, j'en consomme, en fait. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certains produits que j'aime un peu moins, mais l'humour en true crime, moi, je le rejette pas 100%. Il y en a, surtout plus américains que j'écoute, qui m'amènent... C'est amené quand même avec goût, mais bon... Il y a un humour qui est amené aussi. Je trouve ça intéressant de cette façon-là. Mais c'est un autre angle. C'est vraiment un autre angle. Nous, on a vraiment pris la décision de ne pas prendre cet angle-là, de vraiment y aller dans le respect. Puis franchement, je suis super contente que tu en parles parce que nous, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on s'est donné dès le départ, tu sais, le respect. Puis en plus, tu as écouté le pilote. En fait, c'était notre pilote. Ouais, on sent qu'on n'est pas... On explore. On explore, là, c'est ça. Fait que, mais après, tu sais, plus les émissions avancent, plus on a pris de la confiance, plus on savait où s'en aller. Je te dirais qu'avec la saison 2, on est encore mieux parti. On sait encore plus vers où on s'en va. Fait que ça promet, là. Ouais. C'est ça. Vous autres, vous avez décidé de choisir le True Crimes. J'assume que c'est parce que vous êtes toutes les deux de très grandes fans de True Crimes. Y avait-tu d'autres sujets qui vous trottaient dans la tête ou c'était on va faire un podcast, ça va être un true crime, c'est pas autre chose? Non, c'était vraiment pas autre chose. C'était ça.
c'était true crime. Ouais, exact. Ouais. On n'a jamais même envisagé faire autre chose. Non. Puis le concept disparition / crime réel, je sais pas trop comment qu'on a décidé de faire ça, mais Michel a toujours eu le nez dans les disparitions irrésolues. Depuis longtemps, c'est quelque chose qui la passionne. Elle fait elle-même des recherches. Avant même d'avoir le balado, tu t'intéressais à ça beaucoup. Ouais. Puis on s'est dit, ben parfait, on pourrait en profiter, faire une tribune à ces cas-là qui t'intéressent. Puis moi, je pourrais très bien parler d'un cas, d'un crime qui a marqué le Québec, puis pas nécessairement d'y aller avec du contemporain, là, tu sais, j'y vais, ben, la preuve, là, la Corriveau, tu vois bien que c'est pas contemporain, ben. Mais ça, c'est vraiment je reste pas dans cette trame-là nécessairement, là, on revient des fois dans les années 2000, mais bref, on y va avec des crimes qui ont marqué le Québec, mais qui sont pas nécessairement connus, ou c'est des fois ils tombent dans l'oubli, ou c'est une autre génération qu'on a entendu parler, mais les nouvelles générations les connaissent moins. Donc, je navigue justement entre la Corriveau puis 2014, mais on se ramène des années 30, 50, 70. Fait que bref. Ben, justement, parlez-nous donc de la façon que vous faites votre processus de sélection pour le sujet, la préparation, les enregistrements. Comment que ça fonctionne? Ben, pour ma part, c'est assez simple dans le sens où il y a une liste de personnes portées disparues. Puis moi, je m'attarde à certains d'entre eux. Il y en a une trollée des gens disparus au Québec. C'est choquant. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il y en a pas beaucoup qui sont documentés. Donc, tu sais, il faut quand même que j'aille du contenu puis que j'aille quelque chose à raconter. Fait que je trouve ça plate parce que souvent, ben, je trouve ça plate. Il y a toujours quelque chose à dire. Puis je pense qu'on parle jamais assez de toute façon de chacun des cas. Mais il y a des cas où j'aimerais en parler ou les amener, mais tu sais, il y a presque rien. Il n'y a pas d'articles de journaux. C'est pas documenté du tout. Fait que je peux pas faire grand-chose pour ça. Mais donc, c'est ça. Dans le fond, j'ai la liste des gens, puis j'y vais, puis je me plonge. Je lis tout ce qu'il y a à lire sur BANQ. Puis j'y vais. Ben, mais tu contacter des organismes aussi. T'as pas toute la liste, et puis elle est pas à jour parce que je suis pas encore sorti ce soir. Voilà. Mais fait que ma belle chérie. Non, moi, je vais. Lâche-moi. Non, moi, je fouille, en fait. Je vais vraiment très large. Je vais avec. L'instinct. Tu sais, c'est super poche comme démarche, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui est intéressant. Puis, personnellement, moi, quand j'en ai jamais entendu parler, c'est souvent ça qui m'attire le plus. Fait que des trucs qui ont eu des procès célèbres, des crimes qui ont marqué, puis ça, ou des suggestions souvent qu'on a eues même de nos parents et tout ça, je vais fouiller, puis moi, c'est un petit peu plus facile au niveau de la recherche, évidemment, parce que c'est résolu. Ben, c'est résolu. Il y a eu un procès, il y a eu des articles de journaux au niveau de la Bibliothèque d'Archives nationales, c'est facile à trouver. Il y a probablement quelque part un épisode des grands procès aussi sur YouTube. Okay. Il y a des documentaires, donc c'est plus facile à chercher, mais en même temps, il y en a tellement qu'il faut lire, il faut aller fouiller, il faut épurer. Donc, on y va comme ça. Donc, j'ai l'impression que pour la deuxième saison, c'est drôle. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de suggestions des auditeurs. Fait qu'on dirait que je me suis dirigée vers ça. Puis c'est des bonnes suggestions, des suggestions que je connais pas. Tout. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Tandis qu'avec la saison 1, on partait pas mal de rien. Fait que c'était vraiment l'intuition qui a fait en sorte que j'ai choisi ces sujets-là. Puis, ben, je pense que ça a donné quelque chose de pas pire, là. Puis, je sais pas si vous le savez, mais ce qui est vraiment le fun, c'est que Annie et moi, on ne sait pas sur quoi on travaille. C'est quand on arrive en studio, puis on fait ça. Puis là, Annie me raconte son histoire, puis c'est là que j'apprends de quoi elle va me parler, puis c'est la même chose de... On va avoir un côté spontané entre les deux. Bon, puis c'est le plus authentique possible, donc on n'est jamais au courant de l'histoire de l'autre, jamais. Mais ça, c'est tant mieux. Ça prend, tu sais, justement, une petite dose d'inconnu. Tu sais, nous, on le fait dans le podcast, c'est à une autre échelle, là, mais tu sais, notre tour de table, tu sais, puis nos chroniques, on s'en parle pas d'avance parce qu'on veut les vrais rires. Tu sais, on veut pas de... D'ailleurs, Chris, ça m'amène à quelque chose. J'ai des questions à demander à nos demoiselles et on va partir avec les questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Parce que les questions
questions à rafale, c'est comme un genre de quiz, OK? On fait ça parce qu'on veut rire. Il y a des questions qui vont vous surprendre parce que nous aussi, on fait nos recherches. Alors, soyez pas... On va y aller. OK. Ben, nous étant la personne qui parle, c'est Martin qui fait ça. Oui, bien, ceux qui font les questions à rafale, évidemment. Ouais. Martin Alors. étant un gros pervers, alors attention aux questions. Je n'ai pas trouvé grand-chose de bien intéressant. Gros pervers, surtout avec un genre de chaise comme ça paraît pas bien. La question est pour Annie pour commencer. Annie, si ta demi-sœur Michelle disparaissait sans laisser aucune trace, qu'entreprendrais-tu pour essayer de la retrouver? Et, mon Dieu, je mourrais. Ça va vraiment bien, je serais paralysée. En fait, Michelle ne s'en va jamais sans son cellulaire. Elle est tout le temps sur son cellulaire. Je regarderais les traces qu'elle aurait laissées sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Ben, mon Dieu, je pense que si tu disparais du jour au lendemain, il y a clairement quelque chose. On se texte à peu près 350 fois par jour. Fait que si. Ben, est-ce que tu vas faire un épisode sur moi? C'est Ouais. clair. Oh, ouais. Ça pourrait être comme une association sur la route de l'horreur est captive, mais sans Michelle parce qu'elle est disparue. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. C'est Parce ça, que c'est ça, de Michel. Mais c'est ça, j'appellerais tout de suite la police. OK. Évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Question pour Michel. Un tueur en série a kidnappé Annie et pour la sauver, tu dois composer une ballade musicale. Quel genre de musique composeras-tu? Mon Dieu, ben ça va sûrement être une chanson folk très très lancinante, très triste. Je m'ennuie ma sœur. Redonne-la moi. Quelque chose comme ça. À 12 cordes peut-être, un peu de banjo. C'est sûr qu'il y a une affaire de guitare qui fait comme. C'est là, c'est ça. C'est ça, là. Je pense que ça convaincrait le kidnappeur, c'est sûr. Ah oui, il va être content, il va me la redonner. Question pour Annie cette fois-ci. Sur l'une de tes photos de profil Facebook, on te voit embrasser un Félix en disant que c'est un vrai, mais pas le mien, yet. Dans quelle catégorie aimerais-tu gagner un Félix? Ben, un jour, ben, en fait, il doit, je sais pas, là, excusez-moi, je suis pas sûre, il doit y avoir une catégorie de podcast qu'à un moment donné qui va arriver. À la 10? Ben, ou, je sais pas, là, m'amener, là, non, je sais pas. Bonne chanson. Ben, à la disque, je serais pas ben, une bonne chanteuse pour l'instant. Laisse faire, ça sera pour nous. C'est vraiment bien dans la catégorie de comédie musicale. Ah, ça, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, hein? Je suis très dramatique. Très, J'étais un grand fan de comédie musicale en plus, ça paraît pas. Là. Dans les comédies musicales. Ouais, je pense que j'aurais un bon talent dans les comédies musicales. Ouais. J'avais envoyé ma candidature pour Mary Poppins. On va faire une collaboration, nous autres, moi et toi. Question pour Michel, OK? Si je te dis Roar de Katy Perry, à quoi penses-tu? Mais vraiment, à base, là, ça, c'est une chanson que je ne peux pas écouter sans pleurer, bizarrement. C'est très bizarre. Mais maintenant, je pense juste à ma fille parce que ma fille, elle l'écoute sur repeat puis elle chante dans un anglais approximatif, on va le dire. Elle a 4 ans. Oh, ça doit être cute. Ouais, c'est assez cute quand même. Mais oui, mais avant, bizarrement, je sais pas pourquoi, genre, cette chanson-là, elle me pogne au cœur. Ouais! Complètement weird. Ouais. Fait que ça me faisait pleurer d'ému, là. Je suis la champion song. Ah, ouais. Ouais. Mais là, je pleure moins parce que ma fille, elle écoute. Tu vois, Annie, je suis en train de t'apprendre des choses sur Michel. Oui. Bon, ben, mais ça, je pensais jamais dire en fait, qu'elle s'en vante pas trop. Je le dis à vous autres. Elle devait s'attendre à la face que j'allais faire. C'est ça. Tu sais, parler de Katy Perry dans un podcast d'horreur. Tu sais, L'émotion. Ouais. Je dois dire, par contre, j'ai vu la vidéo de ta fille qui chante cette chanson-là et c'est tellement cute, c'est adorable. Tu lui diras bravo, elle chante tellement bien en plus. Merci. Question pour Annie. Si tu faisais un face-à-face avec Donald Trump, que lui dirais-tu? Hey, tabarnouche, ça se dit pas. Ça se dit pas. C'est un balado d'horreur. Pourquoi j'ai-tu déjà dit où t'as vu ça que je l'haïssais tant que ça? Ah! Je le dis, on fait des recherches, nous autres. On sait de quoi on parle. Pas là, j'y dirais quoi? Je sais pas, je suis pas bonne, je suis pas spontanée là. C'est correct. T'as pas besoin de le dire. ça peut être un coup de poing, un coup de pied, Ouais, un coup de hache. Tu sais.
poing dans la face. C'est ça que je donnerais. Ben correct. On va t'accompagner en plus. Question pour Michel. Selon les dires, tu es une femme qui donne généreusement de ton temps en tant que bénévole. Quel est l'événement qui t'a touché le plus durant cette générosité? Ben, ouais, ben, je vais vous le dire, ça a justement rapport. Puis j'étais bénévole pour Réseau Enfants Retour, OK? Parce que je voulais m'impliquer là-dedans, puis que j'étais vraiment, pour vrai, là, je suis vraiment une crinquée des disparitions, là. Puis, on est allé, il y avait un événement, une levée de fonds, puis, tu sais, il y a des parents des disparus qui sont là. Puis moi, je ne fais que pleurer. Ça, c'est avant le balado. Oui, c'était avant le balado. Fait que ça a été sûrement... Là, ça a été ma dernière fois que je suis allée parce que je me disais que ça avait pas de maudit bon sens, la bénévole qui est dans son coin, qui braille tout le long, pendant que les parents sont super résilients, puis que, tu sais, genre, si ça se fait dans la joie et dans l'allégresse, puis c'est des levées de fonds. Puis moi, j'étais cassée, là, fait que c'est ça. Fait que ça a pas mal été ça. Maintenant, je suis bénévole pour les petits frères, donc je m'occupe des personnes âgées, puis j'ai beaucoup du fun avec eux autres. En tout cas, je veux te dire bravo parce que c'est vraiment gentil de ta part. On en a besoin du monde comme toi. C'est gentil. Question pour Annie et Michel. Jigsaw du film Décadence. Est-ce que vous connaissez Décadence? Annie semble dire oui. Ça. Les derniers, là, il y en a eu comme 14. Il y en a eu trop, là. Ouais. Il y en a eu trop, oui. Fait que, mettons les deux premiers, là. Après, Tu vas comprendre, la question est assez bizarre. Le tueur, justement, dans Décadence, s'est établi pour vrai dans la province de Québec. Comment abordez-vous le sujet sans devenir la prochaine proie de celui-ci? Ah, Seigneur! En fait, ne pas ta question, mon. Comment je serais fine, là. Je serais comme polie, là, monsieur Jigsaw. Monsieur Décadence! Bonjour, Décadence. Non, ben, en fait, c'est le genre d'affaires que j'aborderais peut-être même pas. C'est correct. C'est correct parce que je ferais la même chose probablement, moi aussi. Je ne même pas aborder ça. Ouais, c'est ça. Je suis encore bien marquée, moi, de ces films-là. Ça... Moi, de toute façon, je pourrais pas parce qu'il n'est pas disparu. Fait. Ouais, c'est ça. Ça serait ça. C'est ça, ce serait mon problème. Question pour Michel. Oui. Jimmy Fallon de The Tonight Show doit être remplacé. C'est qui le meilleur candidat pour le remplacer? Hey, moi, je mettrais Philippe Audrey-Laloux Saint-Jacques, tiens. Oh, il va avec quelqu'un Il est fun. français. Ouais. Anglais. Hey, il serait En surprenant. même temps, tu n'avais pas dit Charles-Sébastien Girard. Ah, Seigneur. Là, il nous chanterait des tonnes, là, ça serait difficile. Zéro anglais, tu sais. Ouais, On va y c'est aller ça. avec deux dernières questions. La première question pour Annie et Michel. L'une d'entre vous a été retrouvée aux côtés d'un cadavre avec un couteau sanglant à la main. Qui entre vous deux est-ce que ce serait et pourquoi? Ah, je sais, moi, je suis bien enragée, moi. Ouais. C'est vrai, je suis impulsive, je suis enragée, j'ai le monde. Fait que ça se pourrait bien que m'amener, je suis péter au crête de quelque chose. Là, alors. Elle la m'aiderait probablement. Là. Qu'est-ce que tu as fait là? Je sais pas, c'est bon, elle est bien énervée. Ça serait peut-être un bon scénario, en tout cas. Un épisode après, ça. Tout pour le balado, tu sais. Aujourd'hui, je vous parle de la fois où Annie a perdu le contrôle. Non, jamais jusque-là. Jamais jusque-là. Mais... On est des petites madames tranquilles, là, quand même. Moi, ça serait moi, là. Là, les gars, ils voulaient que je vous pose la Ben question oui. quand même. Moi, je l'ai dit. Je dis, ben, je sais pas si c'est une question à poser à Capti. Ils vont le faire pareil parce qu'on le pose à tous nos invités. C'est comme un classique. Là. C'est la question Freddy ou Jason. Oh! C'est tout. Lequel des deux? Ouais. OK, attends. Moi, là, ben, dans le fond, lequel qu'on aime... Lequel tu préfères, ouais. Ben, moi, moi, c'est Jason. Oh! Ouais, ben, j'ai beaucoup plus grandi avec lui. Oui, il est content. Et Ah puis, oui. Ouais, il est fort. Oui, puis il fait peur, mais en même Ben, temps, je j'ai sens. beaucoup plus de souvenirs d'adolescence d'écouter ses films à lui que Freddy, qui m'a toujours vraiment très... Mais j'ai bien peur que Freddy, il fait ses parents chauds. C'est parce que Freddy, c'est un petit peu difficile de se sauver. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est très ça, l'affaire. battrippant, tandis C'est que... ça, le drame, je sais dans pas, le fond, Jason, c'est plus un bon classique. Moi, je veux Team Jason. moi aussi, je pense.
Ben, vous êtes dans les rares parce que la Oui. plupart du temps, c'est Freddy qui remporte la Palme d'Or. Ouais. Ouais, dans la gang, là, moi et Martin, on est Freddy, même si j'ai un Jason juste là. Non, mais on les parle quand même. Là. Oui, ben oui, on les aime tous. On les aime, les deux. C'est ça. Moi, je suis un peu ma tante. Fait que je mélange encore Jason puis Mike Myers, l'autre. C'est vrai, correct. Il y en a dans les fans d'horreur. Oui. C'est ça, là. Mais t'es pas mélangé. Ben, je suis pas payée. Ça, c'était les questions à Rafale. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça. Très belle question. Oui, bravo. Très surprenante question. C'est moins peurant que je pensais. Mais tantôt, Martin, dans l'intro, disait que les gens qui nous écoutent, mon trip film d'horreur, ils écoutent aussi du true crime. Et le true crime, c'est tellement inspiré du film. Les vrais crimes, les meilleurs films d'horreur, souvent s'inspirent des cas vécus ou disent qu'ils s'inspirent. Mais on a tous une fascination pour la morbidité ou des cas sordides. Est-ce que vous autres, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, adolescent, au Québec, il y a eu une série de magazines qui s'appelait Les Dossiers Meurtres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, mais je suis en train de lire le livre de Annie Richard, qui est la dépoussiéreuse de crime. Ouais. Elle en parle, genre, j'ai lu une histoire cet après-midi, puis elle en parle. Non, ça me dit rien pantoute. Il sortait ça à chaque mois. Puis ça devait être des années début 90, en 92, 13, 14, dans ces eaux-là. Puis il sortait ça à chaque mois. Puis c'était des cas québécois ou américains, Sean Manson, ils ont tout passé. Puis c'était vraiment décortiquer chacun des crimes. Puis moi, je me rappelle à l'époque, j'étais adolescent, puis je commençais à écouter des films d'horreur. Puis j'étais comme ouais, j'étais fasciné par ça. Donc, ça a toujours été là, mais là, il y avait des magazines. Dans le temps, c'était ça. Maintenant, c'est des podcasts. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi les premiers cas réels qui vous ont fasciné? Ben, moi, pour ma part, c'était clairement Dossier Mystère à TV. Ah oui, hein? La musique du début. C'est là que j'étais terrorisée, mais j'étais incapable de ne pas l'écouter. Version québécoise avec Jean Coutu? Avec Jean Coutu. Puis, je pense que ça a été ça. Puis nous, pas longtemps après, il y a eu... Moi, je viens de Val-d'Or. Puis, il y a eu le cas de Sandra Godette, dont on a beaucoup entendu parler. J'ai pas compris, ça a coupé. Sandra Godette, on en a beaucoup entendu parler. Sandra Godette, oui. Oui, c'est ça. C'est une jeune de 14 ans à Val-d'Or qui s'est faite assassiner, tu sais. Fait que dans un petit bled comme Val-d'Or, puis elle avait été un petit peu plus vieille que moi. Fait que ça aussi, je me rappelle que ça a été un gros déclencheur d'être très, très... très bouleversée, très touchée, mais très comme appelée par ça, là, tu sais. Fait que, ouais, ça a été pas mal ça, mais Dossier Mystère, clairement, là. La musique, je l'écoute, ça me pogne encore au cœur. Je l'écoute maintenant encore à balado. J'ai réécouté tous les classiques américains, ils sont sur Prime, je pense. Je me tanne zéro de cette émission, le bonheur. Et toi? Fait que ça, dans le fond, toi, tu voulais savoir le déclencheur, c'est ça? Ouais. Ou les déclencheurs, là, tu sais. C'est drôle, je suis contente parce que tu as montré le film, tantôt, je ne m'en rappelle plus lequel des deux qui a montré la pochette du film du silence des agneaux. C'est moi. C'est Chris. Je dois systématiquement me concentrer pour ne pas dire le silence des anneaux. Oui, moi aussi, tout le temps. Là, j'ai vraiment eu un grand brain fart. Là. Silence des agneaux, encore une fois. Donc, je te jure, même affaire pour moi, tout le temps. Imagine-tu, là, je l'avais dit tout croche, tu sais. Là, je ne leur dis plus, là. Vous savez de quoi je parle. Ça l'a été. Puis, je ne me rappelle pas quelle année c'est sorti. J'étais quand même assez jeune. 91. Ben, exact. Je suis née en 82. Donc, j'étais quand même très jeune. Puis, j'ai dû l'écouter à peu près dans ces eaux-là quand c'est sorti. Ça m'a frappé l'idée du tueur en série. Puis, plus tard, j'ai découvert, en fait, qu'il y a le tueur américain Ed Gein, en fait, qui est un collectionneur de... On le connaît très bien. Mais j'ai su, en fait, que justement, après coup, le personnage de Buffalo Bill dans le film... Mais quand tu dis en anglais, c'est moins pire. Silence of the Lambs, tu sais. Pourquoi j'ai pas dit en anglais? Je suis bien épaisse. Fait que là, dans le fond, Ed Gein a inspiré, en fait, le personnage de Buffalo Bill dans Silence of the Lambs, puis ça m'a fait capoter, puis j'ai commencé à regarder le... Tu sais, c'est un des pires crimes, un des pires tueurs dégueulasses au monde. Je veux dire, je sais pas pourquoi, encore aujourd'hui, ça me fascine le cas de Ed Gein. Pour ceux qui ne savent
pas c'est qui, c'est celui dans les années 50, je pense, qui allait chercher des cadavres, qui déterrait des cadavres, puis il avait tué 2 femmes aussi, puis avec notamment là, avec la peau des corps, là, il se faisait des vêtements, un peu comme dans le film, il faisait des abat-jours, c'était épouvantable. Il faisait des masques, il faisait des bols. Madame, tu sais, dans sa propre face, fait que, tu sais, c'est très, très... Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc, je suis désolé, mais ça va pas le faire. Alors, on va lancer n'importe quoi, vraiment. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi dehors, n'importe quoi on the road of the terror. Le n'importe quoi, ben c'est moi qui le fais. La chronique n'importe quoi, c'est très à propos de parler de Silence of the Lambs parce que je décide de faire un top 5 de films de tueurs en série. Évidemment, Silence of the Lambs est dans le top, là, c'est un chef-d'œuvre, mais je vais commencer avec la 5e position. Un film qui n'est pas inspiré d'un fait vécu, mais clairement inspiré de plusieurs tueurs. Mais c'était un film qui était dans je vais essayer de vous le faire deviner. C'était en 1980, c'était dans la mouvance des slashers, mais ça n'en était pas un. Martin, tu es capable de deviner c'est quoi? Non, je suis curieux, par exemple. Maniac de Bill Lustig, qui nous a donné les Maniac Cop après, avec Joe Spinell, qui était absolument terrifiant dans le rôle du tueur, moustachu, suant, qui scalpait les femmes. Très dérangé, très dérangé. Puis en plus, tu avais Tom Savini aux effets spéciaux qui était au sommet de son art, des scènes très très gore, notamment un coup de 12 dans le visage, dans l'auto. Ça, c'est une tuerie ce film-là. C'est vraiment brutal, c'est très très gore. Donc, numéro 5. Numéro 4. Henry, Portrait of a Serial Killer. Inspiré de l'histoire des méfaits, des meurtres de Henry Lee Lucas et de Otis Toole, fin 70, début 80. Mais le film était sorti en 86. On a découvert Michael Rooker dans ce film-là. Michael Rooker qu'on voit maintenant dans The Walking Dead, dans Guardians of the Galaxy. C'est lui là, qui siffle pour faire bouger la flèche là, de face bleue. Donc, dans ce film-là, il est absolument terrifiant. C'est un des films les plus troublants de tueurs en série. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les filles, Henry, Portrait of a Serial Killer. C'est brutal. Mais le vrai Henry était aussi très brutal, là. Ils l'ont très bien personnifié, là. Ah non, ce film-là, on dirait vraiment que c'est un documentaire pratiquement. Tu sais, on le voit dans son quotidien, on le voit dans l'acteur. C'était un de ses premiers rôles, Michael Rooker. C'est vraiment, vraiment puissant. Silence of the Lambs, 3e position. En fait, le top 3, c'est inspiré d'Ed Gein, justement. Ed Gein a inspiré un paquet de films. Silence of the Lambs, on en parlait tantôt de Silence of the Lambs, 1991, 5 Oscars. Hein, c'était comme l'année où l'horreur qui a gagné tous les prix. Évidemment, inspiré du roman, adapté du roman de Thomas Harris, puis Anthony Hopkins qui reprenait le rôle après Brian Cox, qui avait été dans Manhunter. On se souvient que dans les années 80, Michael Mann avait adapté un des livres de Thomas Harris, mais Anthony Hopkins était absolument incroyable, Jodie Foster. Mais vous parliez d'Ed Gein, mais il y a aussi intégré des éléments d'autres tueurs en série, notamment Ted Bundy, aussi avec le plâtre. Puis le plâtre dans le fourgon, tout ça. Mais la séquence de la fin à Vision de nuit, c'est incroyable. Donc, j'ai hâte de réécouter mon Criterion, que je n'ai pas encore revu. 2e position, 1974, Deranged. Deranged, c'est le film où on adapte la vie d'Ed Gein le plus fidèlement. En 1974, c'était co-réalisé par Alan Ormsby, qui avait réalisé aussi par la suite Popcorn. Il était scénariste pour Dead of Night, puis Children Shouldn't Play with Dead Things de Bob Clark, qui a fait Black Christmas. Mais c'est comme un genre de téléfilm. C'est vraiment étrange comme film. Sauf que c'est... Allez, monsieur la Bible, je me dépêche. Numéro 1. Je me dépêche. Mais ça vaut vraiment la peine. Tu sais, on parle toujours de Texas
Chainsaw Massacre, qui est mon top de ce top 5-là, qui est aussi inspiré d'Ed Gein, mais ils ont transformé ça en famille de fous furieux avec une chainsaw et tout. Mais Derange, le personnage s'appelle Ezra Cobb, donc ils ont changé le nom, mais c'est en tout point fidèle à son histoire. Donc c'est vraiment c'est à voir. Puis aussi, on avait Tom Savini qui était aux effets spéciaux. C'est son premier film, son premier crédit IMDb. Donc, c'est vraiment très cool. Sinon, ben, il y avait des petites mentions spéciales rapidement. Peeping Tom et Psycho en 1960. Deep Red de Dario Argento, 75. Dress to Kill de Brian De Palma. Moi, je suis un enfant. Laisse faire ça, oublie. Check, presque fini. Non, on a fini. Ciao. Natural Born Killers en 94. Attention, je vais te couper. Seven en 94. Ça y est, je l'ai coupé. Bon, voilà. Puis American Psycho en 2000. Non, mais tu sais, les tueurs en série, mesdames, tu sais, ça a toujours été fascinant. On va reprendre avec cette demoiselle. D'ailleurs, j'ai une question très importante. Ouais, je suis méchant et puis j'assume. Alors, la question que j'ai pour vous, mesdemoiselles, c'est depuis tout à l'heure, on parle de fascination. Moi, j'aimerais savoir, avec vous, qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont particulièrement fascinés jusqu'à collectionner des effets de tueurs en série, comme ici, par exemple, un morceau de Linceul de Charles Manson, ou ici un autre exemple de la poussière d'une des chaussures de Richard Martinez dans Le couloir de la mort. Ramirez. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses? Jugement extrême, là. Je sais, moi là, j'ai de la misère. Ce que je trouve. Puis en vrai, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me demande qu'est-ce qui fait triper là-dedans, puis je suis pas capable de répondre. Tu sais, c'est bizarre parce que c'est une passion qui est difficilement explicable. Je me souviens même plus. Il y a pas longtemps, j'ai eu une espèce de quelqu'un m'a dit quelque chose que j'ai trouvé enfin peut-être une brèche de lumière là-dedans qui m'a dit c'est le bonheur de s'approcher du danger sans se mettre en danger. Oh, OK. Est-ce que ça un début de... Parce que sinon, je suis pas capable de l'expliquer. Je comprends. Je suis très fascinée de tenir ce que Elsa Blair tenait dans ses mains, moi aussi. Je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi. Tu sais, c'est bizarre. Moi, je communique depuis 2014 avec... je sais pas si je suis supposée dire ça. Avec un jeune homme. J'ai écouté un documentaire sur le True Crime qui s'appelait... Lost for Life. Puis ce documentaire-là m'a troublée incroyablement. Puis j'ai jeté une bouteille à la mer, puis j'ai retrouvé un des protagonistes qui était en prison, puis on s'écrit depuis 2014. Il est en prison encore. Là. Il est en prison pour la vie. Pour meurtre. Pour meurtre. Puis, juste pour que je suis pas, tu sais, c'est pas une affaire qu'on va se marier puis qu'on va... Oui, parce que ces gars-là, souvent, il y a des femmes qui veulent se marier avec. C'est fou! Non, c'est vrai. Mais respect là, dans vos échanges. Oui, puis en fait, tu sais, en gros, Lost for Life, c'est sur le cas des Américains, des jeunes, des ados qui se font mettre en prison pour la vie, puis on jette la clé, puis il n'y a plus jamais de possibilité de réhabilitation ou de peu importe. Ici, c'est 25 ans. Une peine pour la vie, puis tu vas avoir une possibilité de sortir. Mais aux États-Unis, fait que lui, c'est un enfant, en fait, qui a été mis en prison, puis bon, c'est ça qui m'a touchée, puis j'ai eu une bulle au cerveau, puis j'ai écrit, puis il m'a répondu, puis on se parle depuis 2014, régulièrement, tu sais. Mais c'est pas... mon chum, il était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Puis je suis pas capable de répondre. C'est bizarre parce que cette passion-là, on l'a, puis on est beaucoup de monde qui l'ont, puis de plus en plus, là, je veux dire, les documentaires sur Netflix, les balados True Crime, les livres True Crime, mais qu'est-ce qui fait qu'on est fasciné par ça? C'est difficilement explicable. T'sais. Est-ce que vous avez une réponse, les gars? Moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça aussi. Je parlais des années 90, bon, les dossiers meurtres. Après ça, je me suis procuré une couple d'ouvrages sur les profilers au FBI. Tout ça, je trouvais ça vraiment fascinant. Quand tu écoutes aussi des films comme Zodiac ou les premiers balbutiements de ces techniques-là. Puis je me suis acheté un livre de Stéphane Bourguignon. Moi, c'est très contesté maintenant, là, Bourguignon en France, là, mais
mais Non, Stéphane Bourgoin d'abord, et puis Bourgoin. Stéphane Bourgoin était un réel menteur Bourgoin, qui c'est a ça. Ouais, excuse-moi. complètement raconté n'importe quoi. Ouais. Donc, merci de ne pas parler de ce clodo. Là. Ouais, mais j'ai quand même lu ce livre-là, parce qu'à l'époque, on savait pas là, que il disait n'importe quoi, mais j'ai été complètement sur le cul. La première moitié, c'est vraiment sur le profiling, puis après ça, il décortiquait les cas, mais je pense que cette fascination-là, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment un humain peut se rendre là, puis on va jamais comprendre, parce qu'ils sont tous différents. Puis bon, il y a des trucs qui se recoupent, hein, des abus, étant jeune, tout ça, mais moi, je suis un gars, tellement paisible dans la vie. Là, puis on est tous comme ça, les fans de films d'horreur, je pense. Ben, la plupart, on est des gens qui aiment ça, et puis bon, les fans de True Crime aussi, sortir notre agressivité, notre noirceur, en consommant quelque chose qui c'est safe, comme tu dis. C'est du danger sans se mettre en danger. C'est ça. Mais c'est troublant et fascinant en même temps. Je l'explique pas tant que ça non plus. Mais... Là, c'est dur d'expliquer, mais je comprends, Chris. Je suis avec toi là-dessus. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Comme, tu sais, mettons, le père... Nous, on est demi-sœurs parce que ma mère et son père sont mariés. Ouais. Puis, tu sais, comme, le père d'Annie, il est comme, des fêtes d'hiver. Voyons, Ah les oui, filles, il plate. comprend pas Zéro intérêt, là. Mais Ouais. genre, puis il est comme, expliquez-moi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. On est comme, mais oui, mais L'enquête, le processus, tout ce qui s'est passé dans. C'est pas l'acte qui m'intéresse. C'est pas le couteau qui rentre dans la victime, c'est qu'est-ce qui est passé par la tête de cette personne-là. Puis ensuite, moi, personnellement, tout le processus judiciaire, ensuite, l'enquête, le procès, moi, tout ça, ça m'interpelle beaucoup. Ouais. C'est pas, on s'intéresse pas il y a un fait divers. C'est pas des faits divers nécessairement. Il y a quelque chose de... tu diras ça à ton père. Oui, C'est intriguant, c'est bon pour le cerveau, ça te fait réfléchir. Captivant. Comment qu'elle fait Captive, ça? là, c'est un bon Pourquoi qu'elle fait titre. Là. ça? Ouais. Parce que, comme la façon que vous l'écrivez, chacun de vos récits, en tout cas, moi, du moins dans le premier épisode que j'ai écouté, j'ai trouvé ça vraiment, là, puis c'est le fun parce que, bon, c'est conversationnel aussi, mais c'est bien ficelé. Tu as le goût de savoir la suite. C'est une histoire, même si, bon, c'est vrai. On aime ça vous écouter raconter cette histoire-là. Excuse-moi, Martin, je pense que tu allais me poser une question. Non, pas du tout. Continue. Mais, tu sais, tantôt, puis j'ai oublié qui est qui, là. Michel, OK. Michel, tantôt, tu parlais de la jeune fille de 16 ans qui a été retrouvée morte dans votre coin de pays. Moi, quand j'étais jeune, il y avait l'histoire de Virginie Pelletier à Chicoutimi. On avait retrouvé des restes, avaient été découpés en morceaux dans les conduits d'aération du cinéma du centre d'achat à Chicoutimi. Puis ça, c'était... à la fin des années 90, fin des années 80, début 90, j'étais tout jeune, j'avais 12 ans, là, puis c'était à la une du journal local, puis il n'y avait pas trouvé la tête. Puis là, nous autres, dans la cour d'école, on se disait, on va retrouver la tête à Virginie Pelletier. On voyait un sac de vidange dans le coin de la cour d'école, d'un coup, c'est la tête de Virginie Pelletier. Tout le monde, là, c'était comme devenu complètement surréel. On était des enfants, puis on le savait, probablement que nos parents n'auraient jamais voulu qu'on sache ça, mais tout le monde se parlait. Là. Fait, puis ils ont arrêté le concierge du centre du cinéma, puis je ne sais pas s'ils l'ont libéré depuis, mais c'est ça, je me rappelle encore, là, ça m'a comme un peu, pas traumatisé, mais... Ça burn ton cerveau, ça, quand t'es petit, là. Oui, puis c'est quand même, c'est à Chicoutimi, là, je veux dire, quelque chose qui arrive comme ça à Montréal, je veux dire, ça va passer... C'est pas moins pire, Versus Chicoutimi, ça a touché beaucoup de monde. T'es pas obligé d'être petit. Hein. Moi, je vivais à côté du parc Angrignon quand on a retrouvé la tête du gars qui s'est fait tuer par Luca Rocco Magnotta. Moi, j'ai arrêté d'aller au parc Angrignon. Clairement. Franchement, j'avais plus envie. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais c'est ça, ça fait... Ça donne froid dans le dos. C'est très macabre. Oui, surtout quand la fiction, là, la réalité emboîte la fiction, là, puis c'est comme moi, c'est vraiment... C'est vraiment drôle aussi parce que nous autres qui est fans de films d'horreur, on écoute des films d'horreur, puis des affaires qui sont réelles, là, on n'aime pas ça. Là.
Quand on voit quelque chose comme... Hein? Nous, c'est le contraire. C'est l'horreur, là. Nous, on... Non? Anyway, ce qui me fait penser qu'on a une section anecdote et c'est El Zamblar qui va partir avec. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Bon alors, aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Alors, Et voilà. désolé, ça n'a pas rapport avec le sujet. Ah, c'est pas grave, ça va changer. Je vous raconte juste un truc vraiment assez court pour vous raconter plus un ensemble, en fait. Pour vous raconter la difficulté que j'ai eue avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire que j'ai rencontré vraiment des tas d'acteurs quand j'ai fait de la projection pour l'Horror Fest ou à la Comic Con de Montréal pendant plusieurs années. Et une de mes anecdotes principales là-dessus, c'est que on passait Dawn of the Dead et comme invité, on avait Ken Foree. Et ce type est extraordinaire, mais j'ai eu un moment magique avec lui. Steve était là aussi, c'est que j'avais envoyé le film et en fait, on est passé derrière l'écran et il y avait des fauteuils. Donc, on s'est installés ensemble sur les fauteuils à regarder le film et puis j'étais en train de regarder Ken Foree, là, assis à côté de moi, qui regardait le film, bon, qui était inversé évidemment à l'écran, mais c'était un moment fou, complètement fou. Et on est resté un petit moment dans cette situation, et puis à un moment, on s'est levé, on est parti. Et là, c'est là que je veux en venir, c'est que ma difficulté, c'est que je comprends assez correctement l'anglais, et encore, il ne faut pas avoir un accent texan, mais c'est que je ne le parle pas, je n'ai pas la possibilité de le pratiquer couramment, ce qui fait que je ne le parle pas. Et donc, je me retrouve avec Ken Foree qui, lui, n'arrête pas de parler, avec Steve, et puis il y avait d'autres gars qui étaient arrivés derrière. Et puis, Ken Foree qui racontait des tas de choses. Des anecdotes sur les tournages. Des tas d'anecdotes. Et je comprenais la moitié et je ne pouvais pas lui répondre. Et j'ai eu ça. Oui, c'est complètement frustrant parce que j'ai eu ça avec beaucoup, mais vraiment beaucoup d'acteurs. Et un des principaux qui malheureusement nous a quittés, quand je l'ai rencontré, là par contre, il était en signature et puis j'étais le premier à sa table à l'ouverture. Et il commence à me parler, donc j'arrive plus ou moins à lui répondre, mais c'est drôle parce qu'il avait sa petite cagnotte avec de l'argent dedans pour les signatures, il était là pour ça. Et il commence à me dire, mais c'est quoi ce bordel? On m'a pas mis assez d'argent dans ma cagnotte. Pour avoir du change. Il me dit, j'espère que t'en as toi, parce que franchement là, je suis vraiment dans la merde. Je suis incapable de lui répondre parce que mon anglais est vraiment pourri. Donc je me retrouve comme un con là. Heureusement quand même, il a compris assez rapidement que j'étais vraiment nul. Donc il a abrégé le truc. Mais voilà, je me retrouve avec notre ami Pinhead, qui est Doug Bradley, évidemment, qui est censé retourner à sa loge. Donc il faut quelqu'un pour le raccompagner. Donc je suis là pour le raccompagner. C'est drôle parce qu'on doit prendre l'ascenseur pour grimper, sauf que l'ascenseur, il y a une petite clé exprès pour les membres du personnel pour pouvoir monter. Mais moi, comme j'avais été pris vite au dernier moment pour l'amener, je dis merde, j'ai pas la clé pour l'ascenseur pour lui monter. Mais comment je vais lui dire ça, moi, bordel? Je le sais pas. Donc, je me débrouille avec les mains, c'est-à-dire vraiment nul. Et je lui fais comprendre que je vais courir chercher la clé. Et je cours chercher la clé. Et lui, pendant ce temps, en fait, ça le faisait chier d'attendre. Il a monté les escaliers. Et puis, moi, je reviens vite à l'ascenseur avec la clé et j'entends « Hey, hey, hey !» Et là, je lève la tête. Il était en haut des escaliers et puis il me dit « C'est bon, laisse faire, je vais y aller tout seul. » Donc, alors déjà, je suis nul en anglais, mais en plus, je me fais la honte. Alors, voilà, les anecdotes comme ça, je pourrais vous en raconter plein parce que évidemment, on a croisé vraiment beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, etc. au Comic-Con. Et c'était fabuleux. Mais voilà, je suis nul. Et puis, je peux rien y faire. Merci les zombies.
Puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours ce masque-là, tu sais, qui est fusionné avec son visage. Fait que là, tous ces moments-là, il est avec son masque. Ben oui. Imagine la scène, tu sais, avec la clé. Non, mais j'ai eu une petite expérience avec Stéphane que je vais pouvoir raconter à un autre moment donné, là, qui était très drôle. Non, pas justement, par Stéphane, rapport à ça. Zomblar, il faut dire. Non, moi je parle de Stéphane. Zomblar n'était pas là dans ce temps-là. Moi je parle de OK. Stéphane. Mais Moi, ce que je veux savoir, c'est votre anecdote à vous, les filles. Ben, là, ça va être une anecdote pour les deux qui concerne Captive, puis elle est assez grosse pour nous englober tous. Cool. Même vous n'aurez plus besoin d'anecdotes après ça. Allez, vas-y. L'anecdote qu'on a peut-être certaines, si jamais il y a des auditeurs de Captive qui nous écoutent et qui ont vu ça passer sur nos réseaux sociaux, on l'a déjà partagé, mais c'est tellement big qu'on veut leur dire. Ah ouais. Épisode 2 de Captive, en fait, je raconte, moi, l'histoire, la tragédie du saut au cochon, en fait, qui est albergué, qui a rapidement, là, que pour pouvoir se débarrasser de sa femme, pour pouvoir vivre ses beaux jours avec sa maîtresse, a décidé de mettre une bombe dans un avion en envoyant sa femme dedans. Après avoir pris une assurance vie de 10 000 $, bref, l'avion a explosé et elle a tué tous les passagers à Saut-au-Cochon, qui est tout près de Québec, en fait. C'est le premier attentat d'avion civil occidental. Premier avion, en tout cas, premier attentat occidental, ça s'est passé chez nous. Voilà. Wow. Ouais, en 1949. Vous écouterez l'épisode pour avoir. Ben oui, avec plaisir. Et donc, nous, on a enregistré ça l'automne dernier. Super épisode. Je veux dire, moi, c'était une histoire complètement fascinante. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est quand même gros, là. Tu sais, je veux dire. Complètement absurde. Les complices ont été pendus. C'était la dernière femme au Canada à être pendue qui a participé à cet attentat-là et tout ça. Puis bref, cet été, je suis allée au restaurant avec ma tante et je lui raconte là, rapidement l'histoire d'Alberguer. Puis elle me regarde et elle me dit « Annie, moi, chez moi, j'ai une boîte de souvenirs de ton grand-père qui est aujourd'hui décédé. » Elle dit « Attendez, je sais pas. » Oui, comme des bugs de son. Là. Oui, excusez, il y a Siri qui est apparue. Donc, ma tante me dit écoute, Annie, je crois qu'à la maison, j'ai des pièces ou j'ai quelque chose qui a appartenu, moi, à l'avion d'Alberguer, l'avion qui s'est écrasé à Saut-au-Cochon. Alors, on s'est rendu et comme de fait, on a ouvert une boîte de trésors que mon grand-père était un grand collectionneur, un monsieur qui regardait tout et il a travaillé à l'époque, dans les années 50, au Canadien, au CPR, Canadien Pacifique, qui était au Chopin-Gus à l'époque à Montréal. Et les pièces à conviction du procès de la tragédie de Saut-au-Cochon, en fait, les pièces d'avion qui ont été utilisées au procès ont ensuite été repris par la compagnie canadienne Pacifique, qui était la compagnie d'aviation, pour être brûlées au Chopin-Gus. Et mon grand-père travaillait là. Et lui, il a cru bon récupérer des pièces d'avion. En fait, une portion des pièces d'avion. Sérieux? Qu'il a gardé. Jusqu'en 2021, c'était caché dans une petite boîte avec une petite lettre manuscrite, du gros tape, un petit mot qui expliquait ici les pièces à conviction du procès d'Alberguer 1949, Saut-au-Cochon. Et cet été, j'ai mis la main sur cette boîte-là. En ouvrant, ça sentait le procès. Ça sentait le procès, ça sentait j'ai pleuré. C'est Mais là, il y en a une bonne trentaine de petites pièces d'avion. Et on a mis une vidéo sur notre chaîne YouTube, justement, où est-ce qu'on le montre, là, où est-ce qu'on en parle, puis où est-ce qu'on montre des pièces, justement. Mais tu sais, ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans les articles qui relatent de ça, ça dit que il reste encore des bouts de l'appareil, parce que c'est vraiment en terrain montagneux que ça s'est écrasé. Donc, il y a encore des bouts d'appareils et d'avions parce qu'ils peuvent pas le bouger de là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui y vont et qui essaient de prendre des pièces. Mais il spécifie aussi que les pièces à conviction de l'avion ont été détruites, mais sont... En fait, il y a une portion qui est chez moi en ce moment. Donc, c'est absolument extraordinaire. Ben oui. Je peux pas croire que c'est pas un coup de destin, ça. Ben, c'est complètement fou. On dirait que c'est Doc Brown, tu sais, là, qui a recollé la lettre, là, puis dans le futur, là. C'est wow. une anecdote extraordinaire. Ouais. Moi, on n'en reviendra jamais de cette histoire-là. Puis on sait pas encore ce que je vais faire. On sait pas ce qu'on va faire avec les pièces éventuellement. Ça va peut-être aller dans un musée parce qu'au musée
civilisation. Au Québec. Je crois qu'il y a un point d'histoire de cette Il y a des tragédie-là. bouts de la bombe, ou je sais pas trop quoi. il me Ouais, semble. la corde. En tout cas, je sais pas trop. Ouais. Fait que, on va voir. Pour l'instant. C'était une grosse anecdote, n'est-ce pas? Vous l'avez bien dit. Avoué, là. Non, C'est c'était quelque magnifique. chose parce que c'était ça demandé s'il ne devrait pas réouvrir le dossier. Non, mais c'est ça, tu sais, on était comme, premièrement, c'est quoi les chances que tu aies fait un travail là-dessus, puis que pas longtemps après, tu sais, c'était comme une Nathalie. discussion avec ta tante, pourquoi tu as parlé de ça, puis qu'elle, elle comme fait, il me semble qu'il y a quelque chose dans la boîte à Tu pépé. sais, puis c'est sûr que mon pépé en haut, qui a vu ça de haut, qui a dû faire comme yes! Tu sais, Ça s'est rendu, ça s'est rendu. ça fait 8 mois si j'envoie des signaux, tu sais, qu'elle lève la boîte. Fait que, What are the odds, comme on dit, hein? Ça, c'est là, wow. tu sais. ouais. Aïe, aïe. Bon, mais c'était une Bon. excellente. Ben là, anecdote. c'est la meilleure qu'on a jamais eue, je pense. C'est tout un hasard. On a gagné! Ouais, c'est ça. OK, captive. Top numéro 1. Anecdote. Anecdote. Sauf que. Avais-tu ton trophée? Meilleure anecdote? Ah, c'est ça! Ton Félix. Mon Félix, meilleure anecdote. Elle l'a trouvé. Peut-être que tu vas venir au podcast plus tard et tu vas nous en montrer un vrai que tu as gagné. On ne sait Ok. jamais. Jamais. C'est malheureusement tout le temps que nous avions, par exemple. J'aimerais ça vous remercier d'avoir Vraiment été cool. là avec nous autres. On a vraiment eu du plaisir. C'était hyper intéressant. Puis, je suis C'est sûr très que- différent de ce qu'on a Oui. habituellement. Habituellement, on geek out là, sur des films d'horreur. Tu sais, on l'a fait un petit peu, là, mais tu sais, c'est quand même des sujets connexes, et, Oui. mais un petit peu plus lourd, un peu plus vrai. Ouais. Ouais, c'est ça, lourd et Ouais. locaux. Ouais. Ouais. Ben, merci tellement d'avoir Ben, pensé. Ben oui, mais On non! était un peu stressés, on avait peur de Bah, pas. Stressé, voyons donc, vous êtes des professionnels du podcast. Ça a été super intéressant. J'ai vraiment trouvé ça. Puis, Ben, nous autres aussi, on va trouvé ça sommer tout le monde qui nous écoute à aller écouter vos voix, hein, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Hein, et écoutez vos histoires sordides, super bien écrites et bien racontées. Vraiment chapeau. Moi, je vais aller me taper tout le reste là, dès demain. Puis je vais aller checker les pièces d'avion sur votre page Facebook. Facebook Captive, le balado, allez voir ça. Vous allez avoir toutes les informations. Merci aux bières philosophales de nous nourrir à toutes les semaines, ainsi qu'à notre autre partenaire Horreur Fanatique, marchand de tout ce qui touche l'horreur et responsable de l'encan du samedi soir. Je vous rappelle que on a toujours le Patreon que vous pouvez aller visiter. On a des surplus extraordinaires là-dessus. On donne accès 2 semaines en avance. On a des extras, on a des inédits. Allez voir ça. On a YouTube, Facebook, Apple, Podcast, Google, Tout ça. Spotify. On est Partout. partout. Mais il y a une chose. Il y a une chose de terrible, par exemple, dans notre émission, c'est qu'on doit toujours finir sur le dernier mot de la fin pour Elzenblar. Et oui, toujours le meilleur pour la fin, c'est évident. Moi, déjà, je voudrais dire merci aux filles, Annie et Michel. C'était très sympathique. Et en début d'émission, vous parliez que vous aviez choisi la voix pour raconter les choses sérieuses. Vous pourriez changer parce que vous êtes vraiment drôle. Donc, vous pourriez nous envoyer des trucs très, très marrants aussi. Mais bon, on va continuer à vous écouter et c'était super. Et je vais vous en raconter une petite dernière pour la route. Vous êtes prêtes? Alors, vous savez comment on appelle un chauffeur de corbillard? Oui? Non? C'est simple. Un pilote d'essai. Oh!